Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Radio Mono, la radio 100% lycéen. On se retrouve pour la deuxième partie de notre œil politique avec Louis. Bonjour Thomas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Après un échange avec le recteur de l'académie, nous avons la chance de recevoir le président de la région Centre-Val de Loire. Bonjour et bienvenue Monsieur Bonneau. Bonjour. Je vous propose, avant d'aborder les sujets importants liés à la région, nous attarder légèrement sur vous et votre mission. Effectivement, en tant qu'élève lycéen, on entend assez rarement parler du président de la région, donc peut-être pourriez-vous commencer par définir votre mission d'élu. Que fait concrètement un président de région ? Président de région, c'est un président qui va animer le collectif des élus régionaux composé d'opposition et de majorité. C'est pour les débats en session. Le président anime l'exécutif, c'est-à-dire les vice-présidents qui ont des responsabilités dans tous les domaines de compétences, les lycées, les transports, l'économie, la culture, etc., etc. Le président, c'est aussi celui qui est en permanence sur les territoires pour rencontrer celles et ceux qui travaillent avec la région. Ce sont des chefs d'entreprise. J'étais ce matin dans une belle entreprise qui s'appelle Saint-Gobain à Courtenay dans le Loiret, mais c'est tous les jours qui rencontrent les acteurs culturels, qui rencontrent les élus communaux, les maires, etc., les présidents de département pour l'aménagement du territoire. Donc beaucoup de contacts, une animation, et puis la région, ce sont 3200 personnes qui travaillent, et donc une administration qui travaille aussi avec les grandes directions, la direction de l'éducation, la direction de l'économie, etc., pour que les services de la région mettent en place les politiques de la région. Mon boulot, vraiment, c'est ça, c'est de faire en sorte que l'Assemblée régionale puisse fixer des caps, puisse voter un budget, c'est ce que nous allons faire jeudi, et une fois qu'on a des caps, qu'on a bien défini les modalités d'intervention, qu'est-ce qu'on met, on en parlera, mais qu'est-ce qu'on met en place en direction de la jeunesse, pour la mobilité, pour une bonne scolarité au lycée. Une fois qu'on a fixé les caps, eh bien, faire vivre pendant l'année ces priorités avec l'administration régionale et avec le terrain. Alors la région qui dispose d'un champ d'action complet avec IEPS pour la culture, Rémi pour les transports et le CRJ par exemple pour permettre à la jeunesse de s'exprimer. Concentrons-nous d'abord sur ce conseil régional de la jeunesse. Vous qui êtes à la présidence de la région depuis 2007, d'où est venue l'idée de créer cette assemblée et que font concrètement les élus ? L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent complètement participer à la vie démocratique. Participer à la vie démocratique. Un conseil régional de la jeunesse, c'est 77 jeunes qui représentent des jeunes apprentis, des jeunes étudiants, des jeunes lycéens, des jeunes demandeurs d'emploi, des jeunes de tous les départements de la région et qui vont débattre, qui vont proposer, qui vont donner leur avis sur les politiques que la région entend mettre en place. Préalablement, nous consultons la jeunesse dès lors que les jeunes sont concernés. Et donc, le CRJ, c'est plus de démocratie. C'est aussi un apprentissage de la vie citoyenne. Je repère que, finalement, celles et ceux qui, pour 1 an, pour 2 ans, sont membres du Conseil régional de la jeunesse, souvent, on les retrouve ensuite dans un certain nombre de structures où ils exercent complètement leur rôle et de citoyen, mais aussi leur volonté d'agir dans le domaine de l'action publique. Alors, la société tend à se digitaliser de plus en plus. En Irlande, par exemple, les étudiants ont tous une tablette. En France, on n'en est pas encore là. Cependant, de nombreuses régions offrent un ordinateur portable à tous les lycéens. Un ordinateur qu'ils peuvent ensuite garder en études supérieures. Monsieur Bonneau, comptez-vous faire de même en région Centre-Val de Loire ? On a un dispositif que vous connaissez peut-être, qui est un dispositif, d'ailleurs c'est important qu'on puisse le faire connaître auprès de toutes les familles et de tous les jeunes, c'est un dispositif qui fait que lorsqu'on est boursier 6 parts, c'est-à-dire une situation sociale pour la famille qui est difficile, l'ordinateur il est acquis pour 20 €, ce sont des ordinateurs qui coûtent plus de 800 €. Lorsqu'on est boursier 1 part, l'ordinateur coûte 200 € et lorsque on n'est pas boursier, l'ordinateur coûte 300. C'est-à-dire que tous les jeunes, toutes les familles sont attributaires d'une aide importante, minimum 500 € apportés par la région pour des ordinateurs qui coûtent cher. Plus de 800 € c'est cher, mais parce que nous voulons qu'ils servent au lycée et ensuite dans l'enseignement supérieur. Donc un processus qui tient compte de la capacité contributive des familles, qui est massif et qui permet aux étudiants et aux lycéens d'avoir de bons supports. Moi, je ne veux pas que les lycéens aient un ordinateur pour lequel, en cours de sciences, de maths, de techno, on dirait « Ah ouais, mais il est un petit peu juste votre ordinateur, il est acheté, il est capacitaire, il va pouvoir les accompagner sur une part importante de leurs études ».
J'aimerais qu'on parle un peu plus de IEPS, qui je crois aussi propose justement des ordinateurs. Peut-être pourriez-vous présenter un peu l'origine du projet et les évolutions que vous y voyez? Alors, IEPS, c'est vraiment l'adresse de tous les jeunes de la région. À la fois, comme vous venez de le dire, pour connaître les droits auxquels ces jeunes peuvent faire appel. Comment on aide les jeunes pour l'ordinateur? Comment on aide les jeunes pour la politique de transport? Vous savez que dans cette région, la politique de transport est très très accompagnée, notamment avec la gratuité des transports le week-end. Mais IEPS aussi, c'est une foule d'informations, sur des événements culturels et des aides pour aller à tel ou tel spectacle, pour tel ou tel livre qu'on veut acheter dans une librairie, pour aller à un concert, etc. Donc IEPS, c'est la plateforme informative des jeunes. Ça fait finalement le ciment de la communauté des jeunes en Centre-Val de Loire. Qu'ils soient lycéens, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient travailleurs, IEPS, c'est leur plateforme. Ils ont de l'info, ils ont des droits et ils peuvent participer à la vie culturelle, à la vie sportive, avec à la fois l'information et les aides qui vont avec. Alors, c'est vrai, quand vous dites l'adresse des jeunes dans la région, on note que la majorité des lycéens et donc des étudiants qui sont situés plus loin des différentes agglomérations de la région se voient un peu éloignés des différentes activités proposées par IEPS. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à trouver plus de partenaires et plus d'activités proposées dans nos campagnes ? Alors là, c'est à la fois une responsabilité de la région, je vais y répondre, mais c'est aussi la responsabilité des territoires. Et c'est vrai que dans la ruralité, les jeunes le disent très fortement, ils ont le sentiment, mais ça va au-delà du sentiment, parfois c'est une réalité, que c'est plus difficile d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à un concert, d'avoir accès, etc. Donc le travail de IEPS, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ces jeunes puissent se déplacer. Et la région, à travers IEPS, aide, je le disais, à la mobilité. On n'aura pas un grand concert dans tous les villages ou dans toutes les petites villes. Il faut que les jeunes qui habitent ces territoires puissent très facilement se déplacer. C'est pourquoi nous avons voulu, le samedi et le dimanche, pour tous les jeunes entre 15 et 25 ans, que le problème du déplacement soit vraiment très facilité. Gratuité des cars dans les transports réguliers et gratuité des trains. C'est un élément absolument important pour ne pas laisser à l'écart. Et puis, j'insiste quand même là-dessus, Centre-Val de Loire, nous mettons partout sur les territoires des pactes. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose des pactes, mais en 2 mots, c'est quoi? C'est des projets d'action culturelle territorialisés. Ça veut dire que la région aide les associations, les communes, les intercommunalités qui essaient de développer un projet culturel, qui essaient de développer un projet d'animation par la culture sur les territoires de manière à faire en sorte que être dans la ruralité, ce ne soit pas être totalement privé de l'accès à la culture. Mais moi j'aimerais revenir du coup sur l'aspect transport. On le sait, donc la région est assez active sur les réseaux de mobilité. Que l'on parle de train ou de bus, vous l'avez dit. On a cité un peu plus tôt donc le programme IEPS RMI qui assure aux étudiants des réductions pour les transports la semaine et annonce même la gratuité des transports pendant le week-end. Cependant, l'accès aux établissements scolaires oblige certains élèves de la région à emprunter ces lignes de train assez régulièrement, malgré un nombre de places IEPS assez limité. Ainsi, certains élèves se retrouvent à devoir financer leurs déplacements. Prévoyez-vous une généralisation de la gratuité des transports, une meilleure prise en charge éventuellement ? Alors, d'abord, nous avons généralisé sur tout ce qui est transport scolaire des jeunes, gratuité des transports scolaires. C'est la seule région qui fasse la gratuité totale des transports scolaires. Il nous faut insister là-dessus, puisque votre très belle initiative autour de la radio permet d'aller vers un nombre important de familles et de jeunes. Gratuité des transports scolaires, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est fait en région Centre-Val de Loire, pour un enfant de maternelle, pour un enfant de primaire, pour un jeune au collège, pour un jeune au lycée. Le deuxième élément, vous y avez insisté, la gratuité sur le week-end. Ça a eu un effet de souffle très très important, et les jeunes s'en saisissent, c'est fait pour ça. Alors on a sur certaines lignes en effet une saturation. C'est la raison pour laquelle nous avons recommandé des trains, nous avons accru le niveau de car, et sur le service annuel 2025, on fera pas tout parce qu'on a des contraintes budgétaires, mais vous allez voir sur un certain nombre d'endroits où il y a beaucoup de tensions, on passera par exemple de 3, quand vous avez un train qui est composé avec une seule
rames, il va passer à 2 rames. Quand ils sont à 2 rames, il passera en 3 rames. On optimise, notamment sur les flux qui sont les flux de début de week-end et de fin de week-end. Donc ça veut dire plus de places gratuites avec IEPS. Plus de places gratuites avec IEPS, mais vous avez raison de pointer cela. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu dire on met la gratuité pour les jeunes et on oublie tout le monde. Et les jeunes eux-mêmes, ça c'était très important, notamment les jeunes de la conférence du Conseil régional de la jeunesse, quand j'ai dit attention, il ne faut pas que les gens qui sont moins jeunes, qui sont adultes, etc., et qui ont l'habitude de prendre le train, ils aient le sentiment que finalement il y a des trains qui étaient accessibles pour eux, qui leur soient désormais interdits ou impossibles d'accès. Et donc on a contingenté, avec l'accord des jeunes, on a défini un quota de places de telle manière que ça serve très fortement aux jeunes, avec la mesure de la gratuité, mais qu'on n'oublie pas les besoins par ailleurs. La vraie réponse, c'est d'augmenter le capacitaire globalement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Pour continuer sur la problématique des transports, nous avons fait face ce 21 novembre dernier à une coupure des lignes de transport scolaire. Pour remettre rapidement dans le contexte, les conditions météorologiques d'abord non optimales se sont finalement dégradées dans la soirée. La région a fait face à ces intempéries et a donc suspendu les lignes en fin d'après-midi, ce qui a causé à de nombreux étudiants qui se sont retrouvés en difficulté pour rentrer chez eux. Comment on envisage ces coupures ? Je suppose qu'il existe des procédures. Alors c'est d'abord une décision qui appartient aux représentants de l'État. Ce sont les préfets qui décident la suspension du transport scolaire. Alors, on nous a dit hier justement que c'était la région qui avait... Non, il y a des indications qui sont données, c'est très bien comme ça, qui sont données par les préfets parce que c'est un problème de sécurité publique et la sécurité publique dépend non pas du président de région mais des préfets. Et nous mettons en œuvre. On met en œuvre, on pourrait dire, et ne pas respecter. On met en œuvre. Ça pose des problèmes que vous dites, et concrètement, aujourd'hui, on est de plus en plus fréquemment, vous le savez bien, vous les jeunes, soumis à des aléas climatiques qui peuvent être des aléas violents, avec le vent, on entend des avions qui n'ont pas pu se poser et qui ont dû partir ailleurs, avec des pluies qui sont des pluies torrentielles. On voit malheureusement sur ce territoire de Mayotte, qui est un territoire français où des femmes et des hommes ont tout perdu et parfois la vie. On voit qu'on a des phénomènes climatiques extraordinaires. Il faut que nous nous adaptions à ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faudra progressivement réfléchir à comment ça se passe lorsqu'on a, en cours de journée, c'est l'exemple que vous donnez, une nécessité d'arrêter les transports. Il ne s'agit pas de les mettre n'importe comment, dans n'importe quelle condition, s'il y a des risques pour les jeunes. Et là, les décisions, c'était des décisions risques pour les passagers. Comment on fait ? Est-ce que, dans quelles conditions on incite les parents à se regrouper pour assurer ? Comment on fait passer l'information vers les familles ? Comment, dans des situations extrêmes, on a dans nos lycées la capacité de conserver un certain nombre de jeunes qui sont très éloignés, pour lesquels le retour le soir ne serait pas possible. Mais je crois que cette adaptation en fonction de l'augmentation de la fréquence et surtout de la violence des phénomènes climatiques désormais avec le réchauffement, ces situations malheureusement risquent d'être de plus en plus fréquentes. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je vous propose de clore cette première partie par une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour parler plus spécifiquement des actions de la région dans les lycées. Tout de suite, on écoute évidemment d'Angèle et Orelsan. Vous êtes toujours sur Radio Mono, la radio 100% lycéen. Nous sommes toujours avec François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Nous allons maintenant nous intéresser aux enjeux lycéens. En effet, le champ d'action de la région se traduit aussi dans les lycées. Tout à fait Thomas. Pour schématiser, la région est la propriétaire des lieux et le rectorat s'y charge d'y assurer le service d'éducation. Mais la région finance aussi beaucoup de projets. On peut retrouver la radio 100% lycéen, canal qui nous permet de vous recevoir aujourd'hui, monsieur Bonneau, mais aussi des sorties pédagogiques, des activités, etc. Cependant, le budget de la région est en baisse. Monsieur le Président, quel sera concrètement l'impact de cette baisse budgétaire sur les lycées ? Merci de poser la question comme ça, parce que c'est vrai que la région Centre-Val de Loire, que j'ai le plaisir de présider, c'est la seule région en France qui a choisi d'avoir une direction des actions éducatives.
Notre boulot, c'est bien évidemment d'assurer l'éclairage, d'assurer le chauffage, d'assurer un certain nombre de choses matérielles. Mais on a choisi d'aller bien au-delà. Pourquoi ? Parce que vous avez, vous les jeunes, autour de vous, des équipes éducatives, des profs, des équipes de direction, des CPE, etc., qui ont vraiment de très 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 beaux projets. Parce que vous, votre génération, c'est une génération qui s'engage, c'est une génération du faire. Et donc moi, je veux que dans nos lycées, il y ait bien évidemment la possibilité d'apprendre dans les meilleures conditions, mais il y ait aussi les moyens pour porter des actions éducatives. Quand on a Radio Lycée, par exemple, quand on a Radio 100% lycéen, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un projet pédagogique, il se passe une ouverture du lycée sur l'extérieur, il se passe le développement de l'esprit critique des jeunes. Et on en a tellement besoin de radio qui soit, comme vous la faites vivre, une radio qui est dans le débat, qui est dans le dialogue, qui est dans le questionnement, et non pas dans un espèce de prêt-à-porter culturel qu'on déverse de manière à limiter l'esprit critique des jeunes. Moi, je veux vraiment que nos lycées soient des lieux d'éducation à part entière, soient des lieux d'épanouissement intellectuel, d'épanouissement social, d'épanouissement culturel pour l'ensemble de nos jeunes. Je voulais insister là-dessus. On va très au-delà du chauffage et de l'éclairage. Il y a le budget. Alors, est-ce que, pour préparer le budget 2025, on le votera demain à la région? Est-ce que pour préparer le budget 2025, d'abord ça a été facile? Non, ça a été terrible. Ça a été terrible puisque notre région va connaître une très forte diminution de ses moyens, moins 65 millions d'euros, une baisse considérable de ses moyens. Ça n'est pas encore complètement certain, c'était le projet de loi de finances que portait Michel Barnier. On ne sait pas ce qui va sortir demain. On entend de toutes parts qu'il faut faire des efforts parce que l'État est très endetté, je le comprends, mais j'ai pas envie de couper sur l'essentiel. Et donc, nous n'avons pas coupé sur l'éducation. Nous n'avons enlevé aucun euro à l'éducation et nous n'avons enlevé aucun euro pour le développement des actions éducatives. Et donc, franchement, ce que vous faites aujourd'hui au niveau de Radio Lycée, ce que l'on fait lorsqu'on donne aux jeunes la possibilité d'aller à la découverte de réalités de pays européens, avec leur classe. Moi, j'y tiens beaucoup. J'ai pas envie qu'un prof soit contraint de dire qui peut payer un voyage en Italie à 450 € et de prendre comme ça dans les classes celles et ceux qui peuvent, dans les familles peuvent payer, laissant les autres de côté. On a mis en place un dispositif de cette nature. On veut allier l'ouverture culturelle, le développement de l'autonomie, l'esprit critique, de la découverte à un principe social et politique fort qui est le principe républicain. Un principe républicain, l'égalité au moment de l'éducation. C'est comme ça qu'on crée une société plus juste. Et donc, oui, une région très, très engagée là-dedans. Mais on peut prendre d'autres exemples. Je voudrais prendre l'exemple de la COP. La COP, c'est très important. La COP, c'est quoi? C'est l'appropriation par les jeunes, non pas simplement des grands débats qui ont lieu au niveau planétaire, savoir si on réduira de 50% nos productions de CO2 en 2030 et zéro en 2050. Il faut que ça se traduise dans nos vies. Et vous, les jeunes, vous qui avez des décisions à prendre aujourd'hui et maintenant, vous qui ferez les choix pour demain, c'est très important que vous nous apportiez votre point de vue, que vous puissiez vous engager dès maintenant à travers votre vie de lycéen dans ces principes. On a parlé du transport en commun tout à l'heure, ça en fait partie. On pourrait parler de la restauration et de ce que nous mettons en place pour que vous ayez dans votre manière de consommer un comportement, une responsabilité qui vous engage par rapport à l'environnement. On y vient justement à la restauration puisque en début 2025 vous voulez amener dans notre cantine, la tarification sociale et la réservation obligatoire des menus. C'est une mesure que vous essayez de généraliser dans tous les lycées de la région. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous y êtes attaché et détailler l'organisation de ces tarifications sociales? La tarification sociale, pour faire suite à ce que nous partagions un instant, c'est vraiment faire en sorte que aucun jeune ne soit contraint de rester le ventre vide le midi et que nous ayons un prix du repas, comme ça se fait d'ailleurs au niveau de l'école primaire dans bien des villes, que nous ayons un tarif qui soit adapté à la capacité contributive des familles. On a donc fait en sorte, avec 4 tarifs différents qui vont de 3,30 € à 5 €, on a fait en sorte de différencier le prix en fonction de la capacité des familles. Il y a des familles pour lesquelles payer 5 € c'est important, mais c'est possible, et pour d'autres pour lesquelles ce serait impossible et le jeune ne mangerait pas ou irait manger n'importe quoi à l'extérieur dans des conditions qui ne sont pas de bonnes conditions. C'est ça l'objectif de la tarification sociale.
Comment on la met en place? On la met en place en appelant la responsabilité. Je précise quand même qu'un repas, ça coûte plus de 9 euros. C'est-à-dire que même les familles, quand elles pèsent 5 euros, ça il y a reste 4 subventionné, euros. Ça reste très fortement subventionné par la région et ça l'est encore plus quand on paie 3,30. Mais on met en place en appelant votre responsabilité. On vous demande de réserver. Vous savez, dans la restauration collective en général en France, on dit qu'il y a près de 30% de la matière transformée qui va directement à la poubelle. C'est considérable. C'est pas acceptable quand on sait qu'il y a tellement d'endroits où on n'arrive pas à manger à sa faim. C'est absolument pas tolérable. Eh bien, on vous demande à vous, et c'est bien accepté, merci aux jeunes de l'accepter, aux lycéens de l'accepter de cette manière, de réserver votre repas. C'est-à-dire la veille au soir, avec votre smartphone, vous dites « je mangerai pas ». Moyennant quoi, les cuisiniers vont préparer le nombre de repas qu'il est nécessaire de faire. On a tendance à, là où il y avait 6, 7, 8 choix d'entrée, avec les cuisiniers, avec les secrétaires généraux qui gèrent ces demi-pensions, à réduire le choix et à faire qu'il y ait 2, 3 choix, moyennant quoi il y a moins de chutes et de déchets sur les entrées. Et puis, on met en place également dans ces domaines, vous le savez, les circuits courts, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ce qui est consommé dans un lycée puisse être, à chaque fois que c'est possible, sourcé, acheté auprès de producteurs locaux, départementaux et régionaux, que ce soit en fruits, que ce soit en légumes, que ce soit en produits carnés. Bon, et puis maintenant, comment ne pas évoquer le lycée de Châteauneuf? Le projet de ce futur lycée est marqué par une réelle envie de bâtir le lycée de demain. Il s'agit d'ailleurs du nom du projet. Mais demain ne peut pas se résumer à ce seul lycée. Par exemple, on le voit, au lycée Jacques Monod, les examens ne peuvent plus avoir lieu au 3e étage en raison des fortes chaleurs. Les lycées ne sont peut-être pas adaptés face aux enjeux de demain. Que prévoit la région pour adapter les établissements existants? Alors 2 choses, c'est bien que la question de Châteauneuf soit posée par des jeunes de Monod, puisque notre objectif, c'est d'avoir à Châteauneuf un lycée qui couvrira tout l'espace du centre du Loiret et qui fera qu'une partie des jeunes qui sont de ce secteur, mais qui viennent sur la métropole, et notamment à Jacques Monod, avec un nombre d'élèves à Jacques Monod qui est supérieur à la capacité normale d'accueil, et bien que ces lycées puissent trouver un fonctionnement plus normal. Donc ce lycée, il va se faire. Je vous ai dit que nous avions une réduction très importante de nos moyens. Pour autant, on a conservé, et j'aurai, je crois, c'est mi-janvier, un samedi matin, une réunion avec les parents, avec les élus à Châteauneuf. Le chantier, il est engagé. Le lycée va se faire. Il ouvrira en septembre 2027. Ça fera 2 lycées dans le cadre de ce mandat. On en a fait un au nord de l'Eure-et-Loir. On en fait un au cœur du Loiret. Et c'est un lycée qui va intégrer des filières générales comme celles que vous avez et des filières professionnelles, notamment autour de l'alimentation et de l'eau, puisque on a autour un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de refermer notre œil politique. Merci Monsieur Bonneau d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot adressé aux lycéens qui nous écoutent? Oui, j'ai envie de vous dire, vous qui nous écoutez, c'est vrai que le monde dans lequel vous vivez est complexe et certainement plus complexe que celui dans lequel les générations précédentes ont pu vivre. Avec un horizon, il faut faire face à la crise climatique, il faut faire face à une crise mondiale, il faut faire face à des populismes qui éclatent un peu partout dans le monde et qui menacent la paix. C'est complexe et ça peut être angoissant. Il y a pas de situation indépassable lorsqu'il y a une volonté individuelle et collective. Et vous, les jeunes, par rapport à ces défis de la transition, en prenant vos responsabilités, vous les lycéens là qui animez Radio 100% lycéens, vous le faites, quand on prend ces responsabilités, qu'on considère que la volonté que vous portez individuellement, collectivement, elle est plus forte que les défis qui sont face à nous, vous pouvez faire vivre la démocratie, vous pouvez vous engager pour apporter des solutions concrètes aux défis qui sont les défis du climat, et vous pouvez faire en sorte, je le crois, que par l'éducation qui vous est donnée, les éléments de tolérance, de bienveillance, de curiosité par rapport à la diversité des cultures soient vraiment des guides forts pour l'avenir. En tous les cas, c'est sur ce chemin-là que la région veut vous accompagner. Je n'oublie pas que nous le faisons avec les équipes des lycées, avec les professeurs de cette région, de nos lycées,
plus globalement avec les équipes de conseillers d'éducation, de direction qui sont très engagés, et nous formons, je crois, à la région et cet ensemble-là avec le soutien du rectorat sur un certain nombre de domaines, nous formons, je crois, un ensemble pour que vous ayez, vous les jeunes au Centre Val-de-Loire, de belles conditions de réussite et d'épanouissement. Eh bien, merci beaucoup Monsieur Bonneau, et sur ce message d'espoir, Radio Mono touche bientôt à sa fin, mais rassurez-vous, il vous reste encore une émission pour en profiter. Vous retrouverez Ambre, Chloé et Guillaume pour clore l'édition 2024 de Radio Mono, juste après We Like the Sunshine de iPhone.